Le coup de marteau. Alors, le coup de marteau d'Alexandre Cuillerget-Preval, bonjour à vous. Bonjour Clémence. Avocat au barreau de Paris, on a commencé à parler de ce feuilleton qui se joue sous nos yeux. Alors, on avait la partie LR, la maison LR, la maison Front Populaire. On ne s'est pas encore beaucoup intéressé, donc je vais raconter tout ça à nos auditeurs et donner quelques extraits avant de vous donner la parole. Il reste la maison Reconquête, qu'on n'avait pas encore évoquée. Alors, vous aviez suivi, chers amis, eh bien, la volonté, en tout cas, c'était prononcé comme ça, de Marion Maréchal de faire cette alliance, la rencontre avec Jordan Bardella, Marine Le Pen, puis la grande annonce en sortant de ce bureau lundi en disant ça y est, nous avons des alliances, puis le communiqué qui dit que le RN, que rien ne se fera parce que le RN ne veut pas d'Éric Zemmour, Éric Zemmour qui dit non mais moi je ne demande rien, et puis derrière Marion Maréchal le lendemain qui annonce que finalement elle s'éloigne, enfin elle présente des candidats dans l'union du Rassemblement national. Écoutez ça, c'était donc hier. Merci à tous d'être venus pour cette déclaration commune de Guillaume Pelletier, qui est vice-président exécutif de Reconquête, de Nicolas Bay, qui est vice-président exécutif de Reconquête et qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes, de Laurence Trochu, qui est eurodéputée à mes côtés et qui est présidente du mouvement conservateur, qui est un parti allié de Reconquête. Depuis maintenant 48 heures et l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, j'ai tout tenté, comme vous le savez, pour permettre aux 1,4 million d'électeurs de Reconquête d'être représentés dans la nouvelle coalition des droites qui associe de nombreux candidats RN, LR et indépendants. Cette nouvelle coalition suscite une immense espérance de changement dans notre pays. Éric Zemmour a décidé, malgré notre opposition, de présenter le maximum de candidats contre cette coalition des droites dans toute la France, prenant ainsi le risque de faire perdre cette inédite espérance de battre Emmanuel Macron et l'extrême gauche. Cette décision est une triple faute. Présenter des candidats de Reconquête dans les circonscriptions législatives, c'est présenter des candidats de la division contre le camp national et l'espoir de faire gagner nos idées. Présenter des candidats de Reconquête dans les circonscriptions législatives, c'est prendre le risque infini de faire gagner des députés macronistes ou d'extrême gauche. Présenter des candidats de Reconquête dans les circonscriptions législatives, c'est participer à une énième division des droites et donc permettre à Emmanuel Macron de continuer sa politique de destruction de notre pays. Voilà, on va s'arrêter là, ça continue. La triple faute d'Éric Zemmour, et donc ils vont présenter leurs candidats, eux, dans l'union du Rassemblement national. Réponse d'Éric Zemmour quelques heures plus tard sur BFM. On l'écoute. Elle ment. Vous comprenez ? Car c'est elle-même hier qui m'a dit qu'il n'y avait pas d'union et qu'elle n'avait pas réussi à faire l'union. Donc Madame Maréchal ment. Elle est entourée de professionnels de la trahison. Si vous voulez, moi, vous savez, je vais vous dire, Madame Maréchal a été élue comme tête de liste de Reconquête. C'est moi qui l'ai désignée comme tête de liste. Vous le regrettez ? Ce sont mes militants qui ont fait sa campagne. Vous savez, moi j'ai reçu des gens qui ont fait des chèques de 10 euros, des vieilles dames qui font des chèques de 10 euros pour la campagne de Madame Maréchal. Et au bout de 48 heures, elle trahit ces gens. Je dis, moi, que c'est le record du monde de la trahison. Voilà, vous avez entendu, donc feuilleton également dans cette maison Reconquête. Est-ce que c'est de la politique d'abord? Première question, Alexandre Cuillerget-Preval. Est-ce que tout ça c'est de la politique? On parlait du LR, on parlait ici de Reconquête, on parlait du Front Populaire, on parle même de la dissolution d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on est en politique ou est-ce qu'on est en politicaillerie? Vous savez Clémence, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, et là où il y a de la politique, il y a de la politicaillerie. Je ne dirais pas un mot ni sur Marion Maréchal ni sur Éric Zemmour parce que j'ai trop d'amitié et d'admiration pour ces deux personnages, dont l'un, Éric Zemmour, a bercé ma jeunesse, notamment intellectuelle, pour que j'en dise le moindre mal. Voilà, donc je m'abstiendrai. En revanche, dans l'extrait que vous avez passé, vous ne voyez pas parce qu'il y a un grand garde du corps et moi je suis beaucoup plus petit, je suis juste derrière. Parce que hier, je suis allé traîner mes guêtres place du Palais Bourbon. J'étais à Paris, figurez-vous. Et pas du tout parce que je suivais Marion Maréchal, mais un peu par hasard et parce que je sentais comme un petit air, vous savez, c'est l'endroit où il faut être.
Et je vais vous dire quelque chose, place du Palais Bourbon hier, bah, il y avait un air d'histoire, il y avait un air de, peut-être pas de révolution, mais pas loin. On sentait que les choses étaient différentes. On sentait que c'était des secondes qui passaient plus lentement, plus profondément que les secondes quotidiennes. A Voilà, Alexandre, vous juste voyez. dites-nous, place du Palais Bourbon, on est bien d'accord qu'on pouvait retrouver, ce qui se passait autour des LR et ce qui se passait autour de Reconquête, en fait, au même endroit, hein? Oui, et du RN. Alors, je suis Oui. allé, enfin, j'ai assisté, je m'étais mis au café Le Bourbon pour un peu suivre la scène. Donc, j'entendais les conversations des attachés parlementaires. J'ai croisé un ou deux de mes amis députés, qui ne sont plus députés d'ailleurs. En fait, j'ai appris ça. J'ignorais en fait, que depuis la dissolution, ils ne sont plus officiellement députés. Donc ils sont tous, en train de faire leur carton, c'était très amusant. Ils étaient tous en bras de chemise en train de virer leurs papiers de leur, même si la plupart vont être réélus, hein, certainement. Mais je vous dis, il y avait cette ambiance très particulière, des gens qu'on n'a pas vus depuis des années et on sent surtout que, bah, voilà, les digues sont rompues, les tabous sont tombés. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que le paysage politique de demain ne sera plus celui qu'on a vu pendant 50 ans. On a changé d'ère politique, ça c'est une certitude. Vous pensez que là, on est vraiment, c'est pas seulement justement de la commedia dell'arte, c'est pas seulement du théâtre, qu'on est vraiment en train de que quelque chose d'important se joue et qu'il peut vraiment y avoir quelque chose de nouveau dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, hein? Non, mais il y aura toujours du théâtre en politique. C'est le fondement même du politique. Enfin, vous savez que, enfin, c'est un art qui nous vient des Grecs, mais comme le théâtre d'ailleurs. C'est un art de la mise en scène. C'est justement, la manière, c'est une catharsis, c'est une manière de ne pas faire la guerre, la politique. Oui. Donc c'est de la mise en scène. Mais là, nous sommes à un instant critique où soit nous allons sortir politiquement de la situation dans laquelle nous sommes, soit nous allons sortir violemment de la situation dans laquelle nous sommes. Je ne sais pas du tout de quel côté nous allons tomber, je ne suis pas devin, mais je sais que nous allons vers l'une ou l'autre de ces solutions parce que précisément, nous vivons une crise, nous le savons depuis des années et des années, mais que, en l'occurrence, elle est insoluble, à tel point d'ailleurs que même Emmanuel Macron, qui, même si c'est pour dire les choses gentiment, un traître, n'est pas un type malhabile ni inintelligent, en tout cas pour sa propre cause, a été contraint de se mettre dans une situation pas très facile. Alors je pense qu'il a essayé de rendre la situation la plus difficile possible pour tous ses adversaires, mais je ne pense pas que sa situation à lui soit non plus très confortable. Oui, ça c'est certain. J'avais une dernière question, Alexandre Canet-Chapreval. Je voulais vous demander si vous considérez qu'aujourd'hui, vous nous dites c'est une forme de théâtre, de catharsis et que c'est finalement la politique est aussi cette scène de débat qui permet la catharsis du peuple, des rancœurs, des colères, etc. Est-ce que là vous considérez que finalement, d'une certaine façon, Emmanuel Macron a sauvé sa peau en mettant en place cette dissolution? Je, On voyait bien la colère monter en puissance dans les rues aussi. Je vous rappelle, les agriculteurs, nous, qu'on a reçus ici, qui étaient prêts à sortir, les lames de leurs tracteurs, hein, on avait entendu ça. Donc finalement, en évacuant un petit peu d'air comme ça, c'est comme la fête du fou au Moyen Âge, eh bien peut-être a-t-il offert une bulle. parfaitement, je suis tout à fait d'accord, mais c'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'en fait, il a remis de la politique dans le jeu, et c'est cette ambiance qu'on sentait hier, je vous dis, place du Palais Bourbon, ambiance que je n'avais pas sentie, enfin, que je n'avais jamais sentie en réalité, et où on sent que tout bouge, tout change. Après, vous savez, les révolutions, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça finit. Comme disait le glorieux président Mao, il suffit d'une étincelle pour mettre le feu à la plaine. A-t-il
contre son gré, mis cette étincelle sur la plaine, c'est ce que nous verrons. Encore une fois, je ne suis pas devin. Ce que je peux vous dire, ma certitude, c'est que oui, il y a un moment politique majeur qui est en train de se jouer. Au-delà de la recomposition du paysage politique, qui semble être une évidence, vous avez passé l'extrait un peu désolant entre Éric Zemmour et Marion Maréchal, mais enfin, toutes les digues sont fracassées. Maintenant, n'oublions pas tout de même que la seule chose qui importe, c'est l'intérêt national, c'est l'intérêt de la France. Est-ce que les gens, dans ce moment de passion qui s'annonce, parce que c'est vraiment vers ça que nous allons, de la passion, dans le bon et dans le mauvais sens du terme, Oui. il ne faut pas oublier notre passion de la France, notre amour de notre pays, de nos familles, qu'il va falloir aussi garder de la raison, De notre ne pas tomber dans paysage. les Oui. excès, ne pas tomber dans les insultes, parce qu'il va falloir demain faire des choses ensemble. Enfin, moi, je ne crois pas que nous ferons des choses sans Éric Zemmour, sans Marion Maréchal, mais sans Clémence, sans Alexandre, sans Régis de Castelnau que j'entendais avant, sans Alexandre Langlois, mais aussi sans les gens de bonne volonté, de quelque bord qu'ils soient. Donc le moment est peut-être justement à raison garder, savoir que nous sommes dans un moment passionné, que ça va déborder, mais peut-être est-ce le moment de la prudence aussi, de savoir se garder des outrances. Vous savez que parfois j'ai un peu le verbe haut et que j'aime bien titiller, C'est ce que j'allais notamment vous dire. mes. On est passé d'une colère qu'on pouvait sentir dans vos paroles à, comme vous sentez que le moment est justement Mais fort, précisément, à une prudence. C'est intéressant. mais clairement, enfin, il faut être en colère pour avertir les gens quand ils sont endormis, mais quand on sent que la passion monte, je crois que la prudence, c'est justement d'apaiser les tensions. Quand vous voyez que les couteaux sortent pour de vrai, moi, je n'ai jamais voulu de sang. Encore une fois, je suis pour le verbe, Mhm. je suis pour les mots, je suis pour les mots hauts, je suis pour les mots forts, mais quand on sent que ça peut dégénérer en rix, c'est certainement le moment de la prudence et de surtout ne pas s'insulter entre nous, entre Français, alors que nous sommes peut-être au bord de quelque chose de grave. Ouais, le RIC plutôt que le RIX.